je me suis cassé la gueule sur des opérations, j'ai galéré avec des travaux, ça serait mentir que de le dire. Ce produit-là, pour moi, il est exceptionnel, on va en parler. Je suis d'accord avec toi, je pense, et je suis sûr que c'est le futur de l'immobilier. Dès qu'on touche à l'investissement, il faut savoir un minimum de quoi on parle. Salut Adrien, Salut bienvenue dans C'est pas trop tôt, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui. Alors pour te présenter un petit peu, tu es le fondateur de Blockshare et aussi d'une agence immobilière. Donc Blockshare, c'est une plateforme d'immobilier fractionné qui permet à n'importe qui d'investir dans l'immobilier à partir de 10 euros. Alors nous, c'est à partir de 100 euros. Je suis cofondateur, on est deux à avoir fondé, mais c'est exactement ça. Merci beaucoup pour l'invitation, Thibaut et Julien. Je suis très, très content de pouvoir m'exprimer dans votre podcast. C'est exactement ça. Donc Blockshare, c'est une solution de placement en immobilier fractionné qui est accessible à partir de 100 euros, exactement. Ok, super. Écoute, ça va être un épisode intéressant parce que l'immobilier tokenisé ou fractionné parle beaucoup des SCPI et qu'on se compare beaucoup avec les SCPI. Et donc, je pense que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Ça va être un de nos gros sujets parce que, on connaît le contexte. Les SCPI ont eu un peu de mal ces derniers temps. Les grosses SCPI du secteur ont perdu parfois 20-30% alors que c'était censé être un placement sans risque pour certains banquiers ou certains CGP. Donc on va discuter de savoir est-ce que justement vous allez bousculer complètement ce secteur-là avec votre nouvelle offre. Et aussi ensuite on va parler de la tokenisation, de l'intérêt, un petit peu de la blockchain parce que vous n'avez pas choisi ce modèle, donc ça va être intéressant de comprendre pourquoi vous avez choisi un autre modèle que la tokenisation. Et après on conclura tranquillement. Si tu veux, pour commencer, on va faire un petit vrai-faux. Donc, je te donne des affirmations et tu réponds par vrai ou par faux. Ok. C'est assez simple. Ça marche. Prêt ? La blockchain me permettra de vendre mon bien immobilier en moins d'1 heure dans 10 ans. Vrai. La SCPI est un mauvais investissement. Faux. Je dois vendre mes parts de SCPI si j'en ai. Faux. Je peux aujourd'hui acheter une partie d'un bien immobilier pour 10 euros. Vrai. Je peux aujourd'hui acheter un appartement en leasing comme j'achèterais une voiture en leasing. Vrai. Brix est une bonne solution pour investir dans l'immobilier fractionné. Joker. On peut faire confiance à Tony Parker quand il s'agit d'investissement. Vrai. L'immobilier dématérialisé ou papier est un meilleur investissement que l'immobilier en direct. Faux. Il est possible de tokeniser l'immobilier. Vrai. Realty, est une bonne solution pour investir dans l'immobilier. Vrai. Bon bah top, on va petit à petit au fil de l'interview essayer d'aller plus en profondeur sur ces points-là. Et on va surtout commencer par, pour débroussailler un peu le sujet. La question que j'aimerais te poser, c'est quoi ta vision sur les SCPI ? Est-ce que pour toi c'est un bon ou un mauvais investissement ? C'est un sujet sensible, on en a parlé juste avant. Alors, ouais. c'est compliqué de répondre. Ce que je peux dire, d'expérience, de ce que j'ai pu lire et des discussions que j'ai pu avoir avec des experts du secteur, c'est que de toute façon, c'est une réalité. C'est un secteur qui est quand même très résilient. Ça fait plus de 60 ans que les premières SCPI sont nées. Ça a traversé des crises. Donc, ça reste quand même une solution de placement qui est résiliente, qui a eu aussi des belles années. Il y a eu des très, très belles performances sur certaines SCPI. Malgré la crise, on va en parler, il y a une petite crise de confiance, une vraie crise de confiance d'ailleurs qui amène une crise de liquidité sur les SCPI. Je pense que ça reste quand même une bonne solution de diversification. Il ne faut évidemment pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais je pense que ça reste quand même une solution qui est résiliente, qui a fait ses preuves. Faut maintenant savoir bien arbitrer et je pense même sur ce type de placement, il faut aussi diversifier et choisir les bonnes SCPI et surtout les bons gestionnaires qui opèrent dans les SCPI. Oui, c'est sûr qu'on peut parler des SCPI en règle générale, mais c'est vrai que y a tout, il y a quasiment plus de 250 SCPI, ouais. Je crois. Donc forcément, il y a du bon et du vraiment moins bon. Ouais. Donc c'est sûr qu'il faut savoir faire le tri. D'ailleurs, on a un petit comparateur, sur ImmoCompare, si des gens veulent aller voir, de SCPI. Donc, okay. On a comparé une dizaine, je crois. Mais je trouve que c'est un investissement quand même où il faut faire attention parce que c'est vrai que c'est quand même très chargé en frais, quoi. Ouais, c'est un peu l'image qu'on en a. Alors maintenant, ça commence à changer avec les néo-SCPI. C'est vrai qu'ils ont un peu cassé ce truc-là. Mais effectivement, moi, ce que je décriais principalement, c'était le fait de dire que déjà, on a des frais qui sont très élevés à l'entrée. Les frais de gestion sont quand même très élevés. C'est pour ça que les sociétés de gestion, d'ailleurs, se portent très bien. Et on a des frais de sortie qui sont également assez élevés. Donc, moi, ce que je reproche un petit peu dans ce modèle, si tu veux, c'est le fait je prends cet exemple très simple, tu arrives avec 1 000 euros de capital, on vient tout de suite te ponctionner 10%.
pour les anciens modèles, on va dire. Donc, tu as déjà un rattrapage de ton capital en fonction des performances. C'est un petit peu ça qu'on décrit. Donc, tu pars déjà avec -1 au lieu de, normalement, être une solution qui soit immédiatement rentable. Donc, au niveau des frais, par contre, on voit que sur certaines néo-SCPI, on a des rendements qui sont intéressants et tu as des frais qui sont quand même beaucoup plus limités parce qu'ils ont enfin compris que justement c'était une barrière à l'entrée, qu'il y avait de moins en moins de gens qui étaient attirés par les SCPI à cause de ça. Bah, c'est sûr que quand il y a certaines SCPI qui vont te prendre 10-12% de ton investissement, donc c'est quand même énorme. Sachant, quand tu investis en bourse ou des choses comme ça, tu vas avoir des frais à 0,35%. La différence est énorme. Après, c'est aussi l'immobilier. Je veux dire, on achète aujourd'hui un bien immobilier, c'est 7% de frais de notaire. Donc, quelque part, c'est quand même un peu plus. Tu es à 10-12% pour certains, mais ça se comprend aussi par le sous-jacent qui est l'immobilier en direct, parce qu'ils vont acheter des vrais biens. Donc, forcément, ils ont des coûts qui sont incompressible là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord. Alors tout dépend comment tu fais de l'immobilier parce que tu peux aussi avoir des droits réduits si tu es en marchand, etc. Mais il y a aussi la fameuse gestion pendant la durée de vie de l'opération qu'on peut optimiser quand on détient de l'immobilier en direct. C'est pour ça que je fais très attention maintenant quand je parle des SCPI, évidemment. Je pense pas que ça soit une mauvaise solution. Je pense qu'il faut bien regarder les frais. Il y a aussi probablement un effort qui a été fait, je pense, à ce niveau-là. Les frais, moi, je pense qu'au-delà de la structuration des SCPI, il est surtout lié à la façon de commercialiser les produits SCPI, puisqu'ils sont largement commercialisés par nos amis CGP et CGPI. Et je pense que c'est là où il y a évidemment des frais de commercialisation qui sont absolument monstrueux et qui sont en fait impactés directement auprès de l'épargnant. Et c'est là où je pense que dans le modèle, dans le schéma de commercialisation, c'est ce qui, à mon avis, explique les frais qui sont aussi élevés. Je pense après peut-être qu'on en parlera un peu plus, mais c'est vrai que si on parle des CGP et un peu de comment ils distribuent, toi je pense que tu as vraiment les mains dedans pour le coup sur la distribution auprès des CGP. C'est vrai qu'il y a quand même aujourd'hui un sujet en France sur l'épargne des Français où tu as 98-99% des CGP qui ne sont pas indépendants, donc qui ne se rémunèrent pas à l'honoraire, mais qui se rémunèrent sur des commissions. Et donc forcément, quand toi tu veux vendre un produit financier, il faut réussir à motiver le CGP à vendre ton produit, et donc ça se transforme par lui donner une rétrocommission qui est intéressante, mais du coup plus de frais pour l'épargnant. Comment toi qui essayes justement aujourd'hui de proposer un produit intéressant, peut-être moins chargé en frais, tu peux réussir à motiver des CGP sans que ça se répercute trop sur l'investisseur final? Alors en le faisant pas, tout simplement. C'est un point que je voulais aborder, je suis content que tu en parles, Thibaut. Nous, évidemment, au démarrage de Blockshare, on a étudié de près la distribution. Donc on parlait beaucoup de monter sa communauté, ce qui est le cœur du système en fait. C'est créer la confiance chez les gens pour qu'ils puissent investir. Donc on s'est interrogé de savoir comment on va faire. On n'est pas connu, on n'est personne, on n'a pas monté une grosse boîte avant. Comment on va faire pour instaurer la confiance sur un sujet qui est aussi sensible que l'épargne en fait. Il n'y a rien de plus sensible en France que l'épargne. Les gens ont peur de parler d'argent, etc. Nous, on a écarté la distribution avec les CGP pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les CGP, on a des CGP d'ailleurs, un directeur de cabinet de gestion de patrimoine au capital, qui a été primordial dans notre réflexion, puisqu'en fait, il nous a expliqué, si moi, demain, je distribue vos produits, voilà combien je vais vous prendre. Donc, il y a deux manières. C'est soit nous, on baisse nos commissions, soit on vient gréver en fait le rendement de l'opération. Et si on grève le rendement de l'opération, on n'est pas attractif, donc on ne génère pas cette communauté. Et donc, en fait, nous, on en est arrivé à la conclusion de se dire... Il est plus intéressant pour nous de miser sur notre communauté, c'est-à-dire au lieu d'aller rémunérer des CGP, on va rémunérer notre communauté. Comment on le fait? Tout simplement, vous investissez 10 000 €, vous avez un cashback, vous ramenez quelqu'un, vous avez un parrainage très important. Donc c'est vraiment de l'investissement sur sa communauté plutôt que d'aller rémunérer des CGP et au final dépendre d'un réseau de CGP qui vont être très coûteux en frais. Ça sera très compliqué de leur dire aujourd'hui je vous rémunère 10% et puis demain je vais vous rémunérer que 5%. Donc pour moi le modèle il n'est pas sain, il n'est pas viable. C'est pour ça qu'on l'a directement écarté. Je pense que ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui on le voit, on en parlera tout à l'heure, mais avec l'évolution de notre offre à court terme, on a en fait un taux de réinvestissement de nos clients, on a réussi à créer cette confiance-là, mais pour les attirer, on a réussi à le faire parce que premièrement, on investit sur eux. Et deuxièmement, contrairement à un CGP, c'est qu'on investit nous-mêmes sur les projets qu'on propose. Alors ça, c'est un point qui est hyper intéressant, c'est de se dire, quand vous allez voir un CGP, et je ne veux pas du tout leur tirer dans les pattes, mais quel est le niveau d'objectivité quand on vous propose un produit ? Nous, pour créer la confiance, étant donné qu'on était personne, on a dit, il n'y a rien de plus fort que de dire, nous, on va investir entre 5 et 10% sur tous les projets qu'on vous propose. Et on vous le montre. C'est le cas, sur des publications, on montre les montants qu'on investit, etc. Et je pense que, voilà, en tout cas, c'est notre vision des choses, que c'est un axe qui est assez sain.
ça nous aligne avec nos investisseurs. Si l'opération se déroule bien, on gagne aussi de l'argent. Si ça se passe mal, nos clients sont aussi avertis que l'opération peut mal se dérouler, on perd aussi de l'argent. Et on a plutôt cette approche-là sur la distrib. Ok, super intéressant. Est-ce que tu penses qu'il y a des exemples un petit peu d'entreprises qui ont besoin de collecter auprès des épargnants et qui ont réussi vraiment un grand succès sans leur aide et sans l'aide des CGP, sans ce réseau de distribution? Ouais, bien sûr. Je pense tout de suite aux plateformes de crowdfunding qui en soi est une super aventure. C'est à mon sens, je le vois comme ça, une sorte d'anomalie de marché. C'est pas du tout un reproche, mais dans le sens où les opérateurs, les marchands de biens qui réalisent des opérations qui sont au cœur de la rénovation du parc immobilier, d'ailleurs, en faisant ces opérations-là, c'est une anomalie de marché, le fait qu'ils doivent aller se financer auprès de, j'exagère, mais Madame Michu, d'investisseurs privés pour financer. C'est plutôt le rôle initialement de la banque. Maintenant, la banque a des limites, etc. Et c'est comme ça que le crowdfunding a émergé. C'est un système d'ailleurs qui fonctionne hyper bien, qui est coûteux pour les marchands, mais qui fonctionne assez bien et qui au final se dispense complètement, à ma connaissance, de CGP, je crois. Ils fonctionnent énormément sur leur communauté. Donc je pense que c'est un bon exemple. Ouais, ok. Non, c'est vrai que c'est un peu aussi ce que j'avais en tête, chercher. Je pense que Brix, dans une certaine mesure, a quand même bien réussi aussi ce tour de force de créer une communauté autour de ces investissements. Alors voilà, il y a aussi des choses qui étaient peut-être un peu à refaire dans la communication, mais globalement, au moins, on peut leur rendre ça, c'est qu'ils ont réussi vraiment à rassembler une grosse communauté. Et c'est vrai que pour avoir échangé avec pas mal aussi de crowdfunders, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop cette distribution CGP. Ouais. Il y en a quelques-uns qui le font quand même, Okay. Mais globalement, non, c'est vrai que c'était aussi création de communauté. Et en fait, voilà, après, ils ont des investisseurs super réguliers qui investissent très régulièrement. Et puis en plus, ils récupèrent de l'argent du projet, donc ils peuvent remettre après tous les 2 ans. Donc ok, non mais c'est sûr qu'il y a de beaux exemples, en tout cas dans le crowdfunding, il y a des belles boîtes, ça c'est clair. Et est-ce que tu penses justement que ce qui peut expliquer aussi le succès des SCPI chez les Français, parce que ça fait, comme tu l'as dit, c'est 60 ans que ça existe, les SCPI, c'est un des secteurs qui collecte le plus. Pour un ordre d'idée, le crowdfunding qui a quand même eu un succès assez impressionnant, c'est 1 milliard de collecte par an. Alors les chiffres ont peut-être évolué dernièrement, mais les SCPI de mémoire c'est 10 milliards, quasiment 10 fois plus. Donc ça n'a rien à voir. Comment expliquer ce succès? Est-ce que justement on peut l'expliquer par ce réseau de distribution des CGP qui sont quand même peuvent toucher des très grosses commissions sur les SCPI? Ouais, complètement. Enfin, en tout cas, je le pense profondément. Aujourd'hui, on est encore dans un système où les épargnants font énormément confiance à leurs banquiers, à leurs conseillers en gestion de patrimoine. Même si le challenge de plus en plus, puisqu'il veut un plus grand accès à l'information, les gens se renseignent de plus en plus, etc. Ça reste comme un système qui a été maillé et distribué par une puissance commerciale énorme, celle des banques en fait, et des conseillers de gestion indépendants, mais surtout celle des banques, qui étaient fortement rémunérés, donc du coup hyper incités, un peu comme le programme dans le neuf type Pinel où c'est très rémunérateur pour eux. Évidemment, ils étaient hyper incités pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc, ça explique que les SCPI aient pu avoir ce côté très attrayant. La deuxième raison, je pense, elle est assez évidente, c'est le fait que c'est très facile à vendre de la SCPI. Aujourd'hui, on vous dit, voilà, vous allez avoir tous les avantages de l'immobilier sans les inconvénients, vous allez percevoir des revenus sans rien faire, on va s'occuper de la gestion, et en plus de ça, vos parts vont se valoriser. Si on est dans un bon moment, et puis vous allez pouvoir récupérer en plus votre argent quand vous le voulez, si tant est qu'il y ait les liquidités. Donc le discours commercial était aussi très attrayant. Donc je pense que le combo des deux fait que sur des dizaines d'années, c'est pas surprenant que le système soit très plébiscité. Non, c'est intéressant. C'est vrai que j'ai sous-estimé le narratif qu'il peut y avoir aussi derrière la vente d'un produit. Et c'est vrai que l'immobilier, les gens, c'est quelque chose qui les rassure. Ouais. Voilà, il y a une diversification. C'est vrai que c'est assez facile et surtout les contre-arguments des SCPI sont un peu plus surnois, on va dire. Donc par exemple, il y a la fiscalité où le client, il va pas forcément tout de suite penser que ses revenus de SCPI vont être fiscalisés peut-être à 50%. Donc c'est intéressant de voir que le narratif a vraiment un gros impact sur le succès d'un produit en France, quoi. Ouais, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Ouais, complètement. Après, il y a une force, il faut savoir être très objectif. La très grande force des SCPI pour moi, c'est le fait de pouvoir utiliser du levier d'emprunt pour pouvoir investir sur des SCPI. Donc ça, c'est quand même absolument génial. On peut pas le faire forcément sur de la bourse, ou du moins c'est beaucoup plus compliqué pour le faire. Utiliser du levier d'emprunt pour investir sur des SCPI, si on les a bien sélectionnés avec un bon gestionnaire, ça, je pense que c'est une stratégie qui peut être gagnante sur du long terme, par exemple. Ok.
On a un peu du coup parlé des SCPI, que voilà, bon, il y a quand même des défauts, notamment les frais. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, imaginons j'ai 100 000 euros en SCPI, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Bon alors, je suis pas un expert en SCPI, mais pour moi, c'est du bon sens en fait. Premièrement, c'est de se renseigner. Je pense que c'est très facile aujourd'hui d'aller regarder quels sont les SCPI qui ont performé sur les 15-20 dernières années. Je pense que c'est très lié à la gestion aussi, au-delà de la thèse d'investissement, d'acheter des immeubles, d'acheter du médical, d'acheter des entrepôts, etc. Je pense qu'il y a un combo de plusieurs choses. Il faut regarder quels sont les SCPI qui ont performé. Il faut regarder quels sont les tests d'investissement des SCPI. Est-ce que c'est en phase avec aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle beaucoup de stockage. Je pense que c'est un vrai truc d'avenir, le stockage. Est-ce qu'il y a des SCPI qui se proposent, qui en proposent? Et là-dedans, en prenant un peu tout ça, se renseigner auprès d'experts, lire beaucoup. Et in fine, quand on arrive à écrémer un peu, diversifier sur 3, 4, 5 SCPI. Voilà. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre 50% sur des SCPI, 50% chez Blockshare, par exemple. ça peut être une bonne stratégie. Ça peut être pas mal. Ouais. Et est-ce que, on parlait voilà, de se renseigner, tu disais de se renseigner beaucoup, est-ce que je peux faire confiance à mon CGP ou pas? Non, c'est très compliqué. Honnêtement, et là, c'est encore une fois, je ne veux pas tirer sur les CGP, mais c'est toujours, même humainement parlant, c'est toujours très compliqué d'être 100% objectif. Pour être objectif, il faut être 100% aligné. Je fais le parallèle évidemment avec notre solution parce que je vais pas démonter notre solution, mais honnêtement, on a beaucoup réfléchi à ça. Si moi j'investis 10% de mon argent personnel sur un projet, si mes proches investissent de l'argent, mes parents, ma sœur, des amis, les parents de mon associé, on a commencé comme ça au départ. Soit faut être vraiment droit dans ses baskets pour être serein de recommander ces produits-là, soit faut avoir un problème ou vraiment en avoir rien à faire de ses proches. Et je pense que une des seules façons de pouvoir être complètement objectif, c'est de soit être complètement désintéressé, donc je suis de la presse et je vais comparer objectivement différentes solutions, mais sans aucun cashback de la part de personne, soit je suis moi-même investi sur l'opération que je propose, et voilà, pour moi c'est une des meilleures façons d'être objectif. Donc la réponse sur un CGP, un peu compliqué quoi, un peu compliqué. Pour le coup, nous on monte un projet un petit peu dans ce domaine-là et on a fait des entretiens avec pas mal de CGP. Voilà, on fait le process aussi pour devenir conseiller en investissement financier, tout ça. Donc on a rencontré des gens du secteur, mais un peu, tu vois, voilà, comme si on était leurs amis, quoi. Enfin, et donc on a un peu les dessous de certains trucs. Alors je veux pas cracher non plus sur tous les CGP. Je pense que comme partout, il y en a qui font très bien leur travail, qui sont vraiment là pour aider leurs clients. Mais c'est vrai que moi j'ai été extrêmement choqué par énormément de commissions qui se prenaient, qui étaient absolument lunaires, et surtout de conseils du coup qui allaient complètement à l'encontre d'une bonne diversification. Ou voilà, en fait, je vais prendre 2 exemples. Il y a un exemple, c'est je me suis fait passer pour un client pour essayer, tu vois. Et j'ai dit, j'ai un peu d'argent en bourse, mais surtout j'ai un héritage de 100 000 euros. Et il m'a dit, les 100 000 euros, tu les mets sur le fonds de private equity. Un truc, le fonds de private equity, c'est super risqué, t'as zéro diversification, mais il prenait 2% dessus, quoi. Et donc, il prenait de l'argent dessus. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a décidé de faire ça. Et c'est vrai, créer une stratégie d'allocation sur ces 100 000 euros diversifiés, c'est de demander du taf. Et surtout, il allait avoir moins de travail s'il me proposait des ETF, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, ça, pour moi, c'est un problème. Et le deuxième, c'était le Pinel. On a appelé des gens qui faisaient que du Pinel, donc des conseillers en gestion patrimoine qui faisaient que du Pinel. Et ils prenaient quasiment 10% sur le prix du bien. J'étais vraiment sur le cul pour le coup, je comprenais pas. C'est énorme. Donc forcément, quand on vient te voir pour acheter un appartement et qu'il y a 300 000 euros et que toi tu vas prendre 30 000 euros, ça te fait quasiment une année. Évidemment qu'ils vont te proposer du Pinel. Enfin, en fait, faut être honnête. À un moment, on te dit choix 1, je te propose, je gagne tant. Choix 2, je gagne tant. Voilà, à quel moment mon affect ou mon objectivité va t'orienter vers tel ou tel choix. Faut être honnête. Après, à côté de ça, nous, on connaît et on travaille avec des gestionnaires de patrimoine. Je t'ai dit, même on en a au capital. Moi, j'en ai côtoyé aussi pas mal. Il y a des gens qui ont vraiment cet aspect où il y a même une politique. Il y a des politiques aussi de cabinet de gestion de patrimoine où c'est une espèce de rémunération flat sur tous les produits pour mettre en avant cette objectivité. C'est assez rare, mais il y en a qui le font. Il y a vraiment des gestionnaires de patrimoine qui sont hyper objectifs, etc. C'est juste qu'il faut aller les choisir, les connaître, les sélectionner, regarder ce qu'ils ont fait avant. Il faut que ça soit des gens qui soient aussi expérimentés. Moi, je pense que, comme son expert comptable, on en parlait juste avant,
dès qu'on touche à l'investissement, il faut savoir un minimum de quoi on parle. Ouais. Moi, je suis pas fiscaliste. Par contre, je peux parler de la fiscalité évidemment immobilière. Avant d'investir, je me suis renseigné parce que si on achète un appart en nu, mais voilà. C'est la même chose avec les gestionnaires de patrimoine. Je pense qu'il faut pas hésiter à les challenger un peu. Les ETF, pourquoi plus un Pinel qu'un private equity? Pourquoi plus une SCPI? Voilà. Le Pinel, voilà. Et je pense qu'il faut les challenger un peu et bien choisir. Mais c'est comme dans tout, choisir les bons partenaires, les bons associés, le bon avocat, le bon expert comptable. Donc voilà, l'idée c'est pas de cracher, c'est juste que le système est fait que ça peut manquer un peu de transparence et d'objectivité sur les produits qu'ils recommandent, mais encore une fois, il y a des gestionnaires de patrimoine qui sont très bons et très objectifs dans ce qu'ils recommandent. Ouais, je pense que pour aider les auditeurs sur conseiller en gestion de patrimoine, ce que j'ai pu voir et des échanges que j'ai eus, il y a 3 vraiment produits où il faut faire un petit peu attention et se dire, ok, est-ce que vraiment c'est intéressant? Et en tout cas, c'est la personne qui m'a dit, c'est là où les CGP gagnent vraiment beaucoup d'argent. Donc on a les produits structurés, private equity, Pinel, mais ça c'est bientôt fini, et SCPI. Voilà, c'est les 4 produits où ils vont gagner plus d'argent. Donc ça veut pas dire que c'est forcément un mauvais investissement pour vous, mais en tout cas, il faut faire attention, quoi, parce que il est très incentivé à vous proposer ce genre de produit, quoi. Ouais, complètement d'accord avec toi. Alors maintenant, on va parler d'un nouveau produit qui arrive sur le marché. C'est quand même l'immobilier fractionné qui vient d'arriver. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est pour dégrossir le sujet? Ouais, alors le concept est simple, hein. Il est assez novateur parce qu'il est digitalisé, mais très simplement, l'immobilier fractionné, c'est le fait de mutualiser en fait un investissement. Donc en gros, ça peut reprendre les principes de la SCPI, mais il y a quand même certains, dans le concept, des choses qui sont assez différentes, notamment au niveau de la transparence ou du fonctionnement, et aussi de la fiscalité, mais on va en parler. Donc pour faire simple, l'immobilier fractionné, c'est une solution qui permet à plusieurs investisseurs de se positionner, d'investir ou de placer leur argent sur un produit et de recevoir tous les mois une partie des revenus locatifs. On va, dans le produit initial, nous porter l'opération pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on va s'occuper de la gestion. Nos clients, tous les mois, donc, vont recevoir l'équivalent de loyer sur leur compte en banque. Et le jour où on revend, ils perçoivent une potentielle plus-value, si plus-value il y a. Donc ça, c'est le concept de base. Donc pour le marketer un peu, certains l'ont rendu accessible des 1 euro, 10 euros, 100 euros. Chez nous, c'est 100 euros par exemple. Chez d'autres, c'est même 1000 euros. Voilà, donc c'est l'immobilier fractionné, c'est ce concept de mutualisation, investir à plusieurs, diversifier, pour diversifier le risque en fait. Ok. Quand est-ce que c'est apparu en France? Alors, c'est apparu, nous, on a été dans les premiers, évidemment, c'est Brix, il y a pas que des... il y a beaucoup Cédric a fait beaucoup de très bonnes choses, notamment ouvrir le marché en France de manière, on va dire... très médiatique, mais il faut savoir que le concept, il est né aux États-Unis avec Arrive Home, pardon pour l'accent anglais, et Realty, qui étaient 2 sociétés qui se sont lancées, qu'on avait regardé nous à l'époque, et on s'est dit, c'est incroyable, il faut absolument faire la même chose, surtout qu'en France, l'immobilier a un attrait très puissant, et Brix arrivait à ce moment-là avec une solution accessible des 10 euros. Donc c'est arrivé, je dirais, il y a à peu près autour de janvier 2022, puisque nous, on s'est lancé en avril-mai 2022. Ok, et c'est quoi les différences parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui connaissent Brix. Donc c'est quoi la différence entre Brix et Blockshare, donc le projet que tu portes? Alors aujourd'hui, Brix c'est devenu une plateforme de crowdfunding. Avant, Brix c'était de l'immobilier fractionné. On l'opérait pas de la même manière. On peut rentrer dans les détails, mais il y avait quand même des vraies différences, notamment au niveau de la rentabilité, comment elle était affichée, etc. Et aujourd'hui, Brix c'est devenu une plateforme de crowdfunding. Ça veut dire qu'ils financent au travers d'une énorme communauté, parce qu'ils sont plus de 300 000, des projets, d'un porteur de projets externe en fait. La différence avec Blockshare qui est fondamentale, c'est que donc Brix ne fait pas l'acquisition de projets, là où Blockshare fait l'acquisition des projets. Donc en fait, le niveau de risque et le niveau d'engagement qui est porté par la société n'est pas du tout le même. Nous, en fait, on est une solution qui, in fine, est complémentaire au crowdfunding. Dans le cheminement, vous prenez un marchand de biens, tu prends un marchand de biens qui veut rénover un appartement T2, la banque, il n'a pas les fonds propres et la banque ne lui prête pas. Il va voir Thomas de la Première Brique, par exemple. Il va se faire financer les travaux en échange d'un pourcentage de rémunération de 10-12%. Et une fois que le projet il est terminé, c'est là où Blockshare peut intervenir et faire l'acquisition au travers de sa communauté. Nous, on ne finance pas du tout les travaux, on finance le projet qui est fini. Et donc, en fait, en faisant ça, on dérisque 90% des risques du marché, parce qu'on le sait, les bonnes opérations se font dans les travaux, mais c'est là où ça amène en fait le plus de problématiques. Retard, augmentation des coûts des matériaux, faillite de celui qui fait les travaux, malfaçon, etc. Donc nous, on vient acheter le produit fini, prêt à tourner, pour reverser immédiatement une rentabilité. Ok, et c'est vous qui gérez le bien aussi? Oui, alors,
deux options. En fait, aujourd'hui, on a deux typologies de projets. En fait, on a des projets à plus ou moins long terme. Donc, les gens investissent, ils reçoivent tous les mois leur loyer sur leur compte en banque et on porte l'opération, on gère l'opération pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans. Je reçois mes revenus pour l'instant. C'est vrai que tu as investi, effectivement. J'ai investi un petit peu, hein, donc voilà, je touche 40 centimes par mois, je crois. Mais bon, c'est déjà ça. Et le virement est fait. Et le virement est fait normalement en temps et en heure. On a 0 taux de défaut. On a même une augmentation des performances grâce à la réévaluation des loyers qui dépasse celle des charges, évidemment, parce qu'il faut les mettre en face de ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on distribue les loyers de notre premier immeuble, donc sans défaut. Donc on a ce projet à long terme sur lequel je crois que tu as investi. Et on a aussi créé une nouvelle offre qui a beaucoup de succès chez nous, qui est une offre à très court terme. Donc là, on est sur une offre qui va être revendue à maximum 12 mois. Et donc sur celle-là, effectivement, là, les gens peuvent se positionner de la même manière à partir de 100 €. Et ils peuvent recevoir des loyers et une plus-value, mais dans un temps beaucoup plus court. Okay. Voilà. Donc c'est ces deux typologies qu'on propose aujourd'hui. Ok. Je pense que quand on investit, c'est hyper important de faire attention à son profil. Donc c'est pour ça que je pose la question, à qui ça va correspondre d'investir dans l'immobilier fractionné? Est-ce que ça correspond à tout le monde, à la personne qui connaît rien? Est-ce que c'est à des gens qui s'y connaissent un peu plus? C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, ce qui est bien, c'est que nous, en plus, on peut répondre correctement à cette question parce qu'on a créé 3 statuts d'investisseurs chez nous. Okay. Initialement, l'idée qu'on avait avec Blockshare, c'était de se dire, comme tout le monde, 100 €, on va démocratiser le marché immobilier. Bon, voilà, plein d'énergie. Et en fait, on s'est aperçu, c'est même difficile à expliquer au départ, je ne sais pas si c'est dans notre communication ou les journaux qui ont parlé de nous, on s'est aperçu qu'en fait, on avait des gens qui mettaient qui investissaient des sommes assez importantes. La part des gens qui investissaient entre 100 et 500 € était assez faible au final. Et en avançant dans le temps et dans les projets, on s'est dit, on va créer des statuts selon nos investisseurs. On avait des investisseurs qui avaient mis plus de 10 000 €, donc on a créé un statut de visionnaire pour 10 000 € et plus, bâtisseur pour 2 000 à 10 000 et architecte de 100 € à 2 000 €. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, 80% de nos projets sont financés par notre communauté de visionnaires, donc ceux qui ont mis plus de 10 000 €, et le reste est financé quasiment au deuxième étage. Donc quand ça arrive au niveau public, entre guillemets, donc parce qu'ils ont un accès en avant-première, notre dernier projet, par exemple, était financé à 91%. En 3 heures, il a été financé par ceux qui n'avaient jamais investi, en fait. Et donc quand on voit cette segmentation-là, on se dit que premièrement, c'est accessible des 100 €, donc à monsieur, madame, tout le monde pour tester la solution. Mais quand on voit le comportement des investisseurs, quand ils ont mis 100 € et qu'on les suit au fil des projets, ils passent de 100 à 500, et puis de 500 à 2000, et puis de 2000 à 5000. Et en fait, on voit que c'est un moyen de créer la confiance, tester la solution, voir que ça fonctionne. Donc j'ai envie de te dire, c'est fait pour tout le monde. J'ai des gens qui ont mis 80 000 €. Donc c'est des investisseurs, on les a appelés, qui sont très aguerris, plusieurs investissements immobiliers, ETF, etc. Et donc on a ces 3 catégories d'investisseurs, des néo-investisseurs, des investisseurs, on va dire, primo-investisseurs, et des investisseurs assez aguerris qui représentent au final notre plus grande part de marché. Et est-ce que tu penses que c'est un bon premier investissement, si j'ai jamais investi dans quoi que ce soit? Ouais, je pense que c'est un bon premier investissement comme d'autres, mais au moins ça te permet avec 100 € de venir t'intéresser. Tu t'intéresses à un fonctionnement. Et en t'intéressant à ce fonctionnement, tu t'intéresses à la fiscalité, comment je reçois mes revenus, comment ça fonctionne. Et ça peut faire naître chez toi l'envie au moins la curiosité de te dire comment le reste fonctionne. Okay. Donc ça, moi, c'est ça que j'aime bien. On avait réfléchi un moment à supprimer des 100 € parce qu'on s'est dit, en fait, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un ticket un peu plus élevé. Et finalement, on s'est dit que non, parce qu'on arrive à convertir des gros investisseurs avec ces 100 € et ça reste une solution accessible pour des gens mais qui mettent à chaque fois 100 € sur tous les projets. Donc 40 centimes, 40 centimes, 40 centimes. Comme moi. Mais, comme toi. Mais ils investissent sur tous les projets. Peut-être qu'un jour, ces gens-là, dans quelques années, ils investiront des montants un peu plus importants. Oui, une fois que tu as de l'argent et que tu as vraiment confiance dans la solution, tu peux quand même... Il faut créer la confiance, en fait. Okay. Les 100 €, c'est une façon de créer la confiance. Est-ce que tu penses qu'on peut devenir riche grâce à l'immobilier fractionné? Alors, c'est quoi devenir riche? C'est toujours pareil. Je pense que la notion est différente selon les gens. Je pense qu'en fait, plutôt que de dire de devenir riche, c'est une super solution de diversification. Encore une fois, moi, c'est pas parce que je suis cofondateur de Blockshare, qu'on propose des produits immobiliers fractionnés dans lesquels je crois et dans lesquels j'investis, que je vais dire qu'il faut absolument mettre tout son argent là-dedans. Par contre, c'est une solution qui permet, avec des produits à court terme, de diversifier. On a des rendements quand même entre 8 et 15%. On a débouclé un premier projet dans l'immobilier fractionné. On a été les premiers à le faire avant Brix, qui a débouclé d'ailleurs son projet il n'y a pas longtemps. Mais on a débouclé, donc revendu un premier projet au bout de 4 mois. On a versé un TRI de 15%.
Bon, tous les projets ne vont pas être comme ça, mais ça veut dire que pour des gens qui avaient investi 5, 10, 15, 20 000 euros, il y a quand même un retour sur investissement très rapide qui permet de redéployer rapidement son argent. Donc, très bonne solution de diversification. Je prends un autre exemple aussi. Sur notre tout premier projet, on a une grand-mère qui a investi 50 000 euros. En fait, on n'a pas compris. En fait, c'était sa petite fille qui nous connaissait, qui lui avait parlé de cette solution. Et elle a fait un schéma qui est hyper intéressant, c'est de se dire, moi, je veux avoir 250 euros tous les mois pour me faire mes restos, mes trucs, mes machins. Combien je dois investir pour avoir ces 250 ? Et en fait, elle a fait le cheminement inverse. Okay. C'est pas je vais mettre 50 000, combien ça me rapporte, c'est je veux 250, combien il faut que je mette. Et donc, elle a investi sur le premier projet, donc elle perçoit tous les mois ses revenus, etc. Elle a réinvesti sur notre dernier projet plus de 10 000 euros. Et donc, c'est intéressant de voir que certains le voient aussi comme un complément de revenus. Okay. Tu vois, assez fiable et solide, puisque ça reste quand même de l'immobilier. Parce que oui, l'avantage aussi, je pense, des SCPI, c'était ce narratif de dire vous allez avoir des revenus réguliers et qui sont prédictibles. Alors que c'est vrai que quand tu investis en bourse, ça monte, ça descend. Ouais. C'est compliqué de dire je vais sortir tant tous les mois de la bourse parce que parfois ça s'est crashé. Enfin voilà, il y a beaucoup plus de volatilité, ce qui n'est pas le cas. Enfin, l'avantage de l'immobilier d'avoir ce sous-jacent-là, c'est qu'on a quand même des loyers qui fait que tu as cette prédictibilité de complément de revenus. Et je pense que c'est très intéressant ça pour pas mal de gens. Ouais, complètement. Et puis mis en perspective avec, il faut le dire, là tout le monde s'est affolé parce que le livret A est monté à 3%. 3% mis en face de l'inflation, ça reste, à une époque, ça restait moins 2, moins 3% par an. Donc à minima il faut au moins que l'argent rapporte autant que l'inflation, sinon c'est de la perte. Enfin, moi c'est en tout cas ma philosophie. Donc il faut au moins aller sur des placements fiables, c'est clair, sécurisés, qui peuvent servir à un revenu récurrent, mais il faut au moins que ça délivre une performance au moins égale à celle de l'inflation pour pas perdre d'argent. Et ça c'est pareil, c'est une notion, presque il faudrait quand même des cours à l'école pour expliquer, parce qu'au final ça reste quand même des trucs quand on est dans la vie active, des gens qui ne s'intéressent pas à ça, qui laissent leur épargne sur un compte courant. Non mais c'est une vraie réalité quoi. Oui, mais c'est une érosion qui est terrible. Je regardais les statistiques il n'y a pas longtemps, c'est quelque chose comme 63% de l'épargne des Français qui est sur des livrets ou des produits sans risque. Donc en fait 63% de l'épargne des Français diminue chaque année à cause de l'inflation. Donc c'est absolument énorme et je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire en France pour résoudre ce problème, parce qu'au final les gens détruisent de la valeur, perdent de l'argent tous les ans sans même s'en rendre compte, alors qu'ils pourraient vraiment s'enrichir sans prendre trop de temps. Voilà, je pense que l'immobilier fractionné par exemple, ça prend quoi très rapide, 30 minutes par mois si on veut choisir son projet sur le mois, et puis voilà. Complètement. Et alors, en plus de ça, il y a cette notion de... L'idée, c'est aussi de décharger les gens. Moi, ça fait 15 ans que j'investis dans l'immobilier. J'ai commencé hyper jeune. J'ai investi sur des maisons, des appartements, des immeubles. J'ai fait du neuf, j'ai fait de l'ancien. J'ai fait différentes configurations, de la SCI, du NU, de l'IR, de l'IS, etc. Ça, je me suis cassé la gueule sur des opérations. J'ai galéré avec des travaux. Ça serait mentir que de le dire. Et encore aujourd'hui, ça pourrait m'arriver de refaire des opérations. Mais j'ai emmagasiné de l'expérience. Et en fait, c'est cette expérience-là qu'on veut mettre au profit. On n'est pas en train de dire à des gens, on va vous rendre millionnaire en 10 jours, etc. Ça, c'est conneries. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des clés, des trucs qu'on peut apprendre que en faisant des opérations. Il n'y a que comme ça, en fait. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est bien de faire des formations, mais c'est en achetant des biens, en étant confronté aux banquiers, etc., qu'on arrive à... Voilà. Et nous, en fait, cette expertise-là, on la met dans les projets qu'on sélectionne. L'idée, c'est qu'on ne va pas mettre 50 projets par mois sur la plateforme. L'idée, c'est qu'on soit très rigoureux. La preuve en est, on n'a pas mis de projet pendant 4 mois sur la plateforme parce que tout ce qu'on recevait, ça ne nous convenait pas. Okay. Moi, je n'aurais pas investi dedans, donc on ne le met pas. C'était un énorme risque parce que dans le cadre d'une levée de fonds, vous avez rentré combien de chiffres? Pourquoi vous n'avez pas mis de projet? Mais quand on a remis un projet au bout de 4 mois, moi, j'avais très peur parce qu'on n'a pas fait du tout de marketing et notre communauté était toujours présente à investir, à financer le projet, etc. Donc, c'est plutôt cette approche-là qu'on a. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu dans le sens des sociétés d'immobilier fractionné ou de crowdfunding. C'est vrai que, et c'est le cas dans beaucoup de produits d'épargne, mais l'intérêt a du mal à être complètement aligné, je trouve, dans le sens où votre intérêt, surtout si vous levez des fonds, etc., il y a quand même une pression de faire du volume, de faire du chiffre, de montrer de la croissance, etc. Forcément, vos intérêts, c'est de poster un maximum de projets et de limiter un petit peu le niveau de recherche, de sélectivité des projets.
Comment vous pouvez contrer ça et faire en sorte de mieux aligner vos intérêts avec ceux de vos investisseurs? Ouais, c'est un super bon point auquel nous aussi, on n'y échappe pas, on est confronté. C'est comment on fait pour faire grossir la boîte. Il faut forcément plus de projets. Comment on fait pour garder notre objectivité? Forcément, à un moment, dans le volume, tu te dis. Dans le volume et dans une certaine mesure. Mettre 50 projets par mois ou en mettre 4 ou 5 par mois, c'est pas la même chose. Quand tu as les équipes, quand tu as l'état d'esprit, etc. Donc tu peux faire les choses correctement. Le truc, c'est de ne pas faire des croissances paraboliques, lever énormément d'argent et au final faire ce qui a été fait aux États-Unis et qui aujourd'hui, où la Silicon Valley, on le voit, rétropédale. Des anticipations de croissance, des levées sur des modèles qui ne sont pas sains. En tout cas, nous, c'est toujours le discours qu'on a tenu à des investisseurs. On ne veut pas faire un truc, croissance parabolique, on ne maîtrise plus rien, etc. Il y a trop d'exemples de boîtes qui avaient une belle ambition et qui se sont pété la gueule à cause de ça. Maintenant, nous, la réponse qu'on apporte à ça, c'est aussi grâce à nos projets à court terme. Je m'explique. Quand on sort des produits à moins de 12 mois qui débouclent, donc qui se revendent à 6 mois par exemple, c'est là où c'est puissant, c'est qu'on remplace déjà, on enlève cette problématique de liquidité, de marché secondaire. À un moment, on parlait vachement de ça. Nous, il n'y a pas besoin de marché de secondaire chez nous, parce que les gens, ils savent que 12 mois au max, ils récupèrent leur argent. Parfois, au bout de 6 mois, on va sortir un projet même à 4 mois. Et donc ça permet de, premièrement, redonner le capital et des intérêts rapidement à nos investisseurs qui peuvent tout de suite redéployer. Donc on essaie en fait de contrer cette logique de volume avec un taux de répit très important de nos investisseurs. Ça n'empêche qu'il faut quand même un moment qu'on mette de plus en plus de projets et effectivement on est quand même dans une logique de volume. Donc nous, on veut rester vigilant parce qu'on investit, on continuera d'investir sur les projets qu'on propose. On ne veut pas en proposer 50 par mois. On veut augmenter le volume en fonction de notre croissance. On veut se staffer, avoir les bonnes personnes aussi pour bien analyser et pas être dans le rush. Okay. C'est pour moi la seule façon saine d'y répondre. Ok. Non, mais c'est vrai qu'investir aussi dans les projets, ça montre quand même une certaine sélectivité si vous continuez à le faire. Mais vous investissez votre argent perso ? Perso, c'est l'argent perso. Je te prends même l'exemple, on a une alternante qui investit 2500 € dans un projet. Elle a fait un post sur ça. Okay. On va pas lui mettre le couteau sur la gorge, investis, montre-le. Elle l'a fait, elle l'a pas fait immédiatement quand elle est arrivée. Ça fait, Tiffen maintenant, ça va faire 5 mois, elle fait un super boulot d'ailleurs. Elle l'a fait de elle-même. Elle a trouvé que c'était bien en termes de com d'en parler. On ne lui a pas demandé de le faire non plus, j'insiste. Là, cette mois-ci, elle va s'occuper de la newsletter. Elle va montrer que oui, elle a reçu son parrainage, l'argent, etc. Nous, aujourd'hui, on a réussi à maintenir au moins un pourcentage de 5%. Évidemment, avec notre argent perso, à un moment, c'est une certaine limite. Mais quand on déboucle des projets à court terme, moi, sur l'opération à 4 mois, j'ai récupéré mon argent, donc je peux la redéployer. Donc sur ce schéma de bien à court terme, on va être en mesure de tout le temps redéployer notre argent perso. Non, c'est vrai que investir à titre perso, c'est quand même rassurant pour les investisseurs. En ce moment, il y a quand même pas mal de PropTech qui font faillite. Donc, on a vu Mastéos, qui a été repris depuis par Novaxia. Récemment, il y a Haussmann qui s'est mis en redressement judiciaire. Mais finalement, ça n'a pas trop d'impact sur leurs clients. Quand même un peu sur Mastéos. Mais la question du coup que je me pose, c'est vous êtes aussi une start-up, vous allez lever des fonds, donc vous continuez sur ce schéma et sur ce modèle qui est quand même très risqué. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui, demain, vous mettez la clé sous la porte pour vos investisseurs ? Alors c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce qui se passe si demain Blockshare plante ? Bon, il faut l'imaginer de la façon suivante, c'est la même chose si toi Thibaut, t'achètes un bien immobilier, SCI, peu importe le schéma, et t'as un gestionnaire qui gère ton bien immobilier. Demain, tu pars en vacances pendant 2 ans, tu reviens. Techniquement, ton bien, il est censé quand même continuer à délivrer des loyers. Si des locataires sont partis, le gestionnaire les a remplacés. C'est exactement le même schéma chez Blockshare. Pour amener de la sécurité supplémentaire, donc à chaque fois en fait dans la structuration, on a une société qui porte une opération et qui porte un bien immobilier. Et c'est à chaque fois une société différente. C'est très coûteux pour nous d'un point de vue administratif, même hyper chronophage pour Amaury, mon associé qui s'en occupe, mais ça permet d'avoir un schéma qui est très sain où on isole chaque opération dans une seule structure. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que toutes les structures, elles sont gérées par un gestionnaire externe à Blockshare. Blockshare vient amener en fait une sorte de double vérification pour dire au gestionnaire, est-ce que tu as bien fait ton boulot ? Montre-moi que tu as bien fait ton boulot et remontre-moi que tu as bien fait ton boulot. On est là en fait dans un système de sécurité complémentaire. Si demain Blockshare coule, par exemple, c'est pas impossible, hein, personne n'est à l'abri, même des très grosses sociétés. Ces sociétés en fait qui détiennent des biens immobiliers, les biens immobiliers sont loués et ils sont gérés par un gestionnaire qui est rémunéré
par l'allocation des loyers, en fait. Donc, c'est exactement la même chose que toi qui investis. Et en plus de ça, on a une politique de gestion extinctive qu'on a mis en place pour amener une sécurité supplémentaire qui est de dire que on a le rôle que faisait Blockshare avant de sécurité supplémentaire, c'est amené par une société tiers de confiance qui prend la relève par rapport à ça et qui ponctionne en fait des fees supplémentaires. Donc le risque maximal, ça serait d'avoir une petite érosion du rendement puisque les frais de gestion il y aurait une partie des frais de gestion qui seraient ponctionnés, mais on a une politique de gestion extinctive. Donc on pourrait financer 50 millions d'euros d'immobilier coulé demain, les projets continueraient à vivre jusqu'à leur revente qui est prévue en fait dans les contrats. Et en fait, c'est un gestionnaire extérieur qui s'occuperait de la revente, de Exactement. regarder les gestionnaires s'ils font bien leur travail. Exactement, en respectant les durées du contrat, sachant que dans nos contrats, c'est marqué que si on est amené à revendre au bout de 7 ans et que la conjoncture est complètement catastrophique, là, nos contrats prévoient en fait de prolonger de 1 an, 2 ans, 3 ans pour ramener en fait la possibilité de revendre dans une conjoncture un peu plus favorable. On le sait, c'est assez cyclique, l'immobilier. Bon, il a baissé 4 années de suite à Bordeaux, mais en réalité, c'est très cyclique. Les taux rebaissent, l'immobilier va repartir, etc. Donc, je veux dire, sur une échelle de 3-4 ans, on limite quand même une énorme baisse de valeur à la sortie. Ok. La dernière question que je te poserai sur ce sujet, c'est une entreprise qui fait faillite, la plupart du temps, elle a des dettes. Et donc, en redressement judiciaire, le juge il va regarder comment il peut rembourser ces dettes-là. La question, c'est est-ce que dans ce cas-là, le juge il va pas dire ah bah tiens, ils ont un bien immobilier là, un bien immobilier, on va les vendre et on va rembourser des créanciers qui ont en fait un niveau qui sont prioritaires, donc par rapport à d'autres qui pourraient être vos investisseurs. Ouais, je comprends. Alors non, ça évidemment, ça a été prévu également dans les contrats et dans la structuration juridique dès le départ. C'était le point central. C'était justement de protéger les investisseurs, d'ailleurs au travers de ce schéma en fait de structure isolée avec un bien, une structure. Donc ça, nous en fait, c'est complètement écarté. Si on doit aller chercher des dettes, en fait, on met la société en liquidation Blockshare et en fait, les filiales deviennent indépendantes et continuent en fait à survivre. Donc il y a cette protection-là. Ok, d'accord. Et est-ce que tu pourrais me faire un petit parallèle avec les SCPI, immobilier fractionné SCPI, le match, tu me dis les avantages et les inconvénients. Bon, premièrement, le rendement. Rendement, là, clairement, c'est le nerf de la guerre. Donc là, les rendements, je veux bien en parler. Pour le coup, j'ai regardé justement, j'avais pris des petites notes. Le rendement moyen en 2023, c'est 4,52 avant fiscalité. Et sur l'année N-1, c'est 4,53. Donc c'est à peu près flat. 4,53 de rendement, quand on enlève la fiscalité, on tombe autour de 3, 3,5. Donc là, si on met en parallèle avec la discussion qu'on avait sur l'inflation, on n'y est pas, clairement. Là, on ne prend pas en compte la valorisation des parts. Mais la valorisation des parts, aujourd'hui, elle est plutôt à la baisse. Comment elle augmente? Ça aussi, on peut en parler, le système de revalorisation des parts, etc. Donc, premièrement, je dirais le rendement sur nos opérations à court terme, à minima, c'est entre 8 et 15%. Alors, évidemment, il faut que l'opération déboucle, etc. Sur le schéma long terme, là où on redistribue des loyers, on porte l'opération pendant 7 ou 8 ans, à minima, on reverse 6%. Là, on connaît, puisque nous, on va sur des immeubles qui sont déjà rénovés, déjà loués, on connaît notre rendement, on connaît nos charges à l'avance. Donc, il y a très peu de surprises. Le risque, il est principalement au niveau de la vacance ou des impayés qu'on back par des assurances, des choses comme ça. Donc, première différence avec les SCPI, 1, le rendement. 2, la philosophie. Dans une SCPI, j'investis dans un espèce de fonds où il y a beaucoup d'actifs. Et on met en avant la diversification de dilution du risque. Mais la dilution du risque, quand les rendements ils baissent. Je veux dire que vous ayez 50 ou 60 actifs dans le même fonds. Là où sur Blockshare, nos clients vont se constituer eux-mêmes leur propre SCPI parce qu'ils vont dire « Tiens, cet immeuble à Bordeaux, je l'aime bien, j'ai regardé, j'ai les vidéos, j'ai toutes les analyses financières, toute la documentation à disposition. » Donc en fait, ils vont empiler eux-mêmes les investissements. On peut avoir des investissements qui performent, d'autres qui surperforment, d'autres qui sous-performent, mais chacun est isolé en fait. Alors on peut lisser, mais c'est le choix en fait des biens dans lesquels on investit. Donc il y a cette notion de transparence. Troisième point, c'est au niveau des frais. Clairement, même les néo-SCPI qui prélèvent des frais, c'est assez incomparable avec ce que nous on prélève parce que déjà, on ne prend pas de frais de gestion, nous. C'est directement sur le gestionnaire, il n'y a pas de frais de gestion et il n'y a pas de frais, on reverse 90% de la plus-value potentielle. Donc si on a bien fait notre job, on reverse 90% de la plus-value, on n'en conserve que 10. Donc je dirais rentabilité, sélection des actifs, donc la transparence et le choix de sélection des actifs, et je dirais aussi au niveau des frais, c'est complètement différent. Et le quatrième et dernier point qui est quand même essentiel, c'est la fiscalité. Alors là, c'est hyper intéressant. Je prends SCPI versus produit Blockshare
à rendement équivalent, non pas rentabilité, mais rendement équivalent, ce qu'on rend tous les mois aux investisseurs. Si on a une rentabilité, on va dire, de 5 points, vous avez mis 100 euros, je dois te rendre 5 euros. Là où la SCPI va te rendre 5 euros divisé par 12, donc je dis n'importe quoi, 1 euro tous les mois, la fiscalité va s'appliquer. Donc en réalité, ils vont te rendre 70 centimes ou 60 centimes. Chez Blockshare, la fiscalité, elle intervient à la fin de l'opération. Donc je vais te rendre 1 euro. Et ça a un intérêt pour des gros investisseurs qui génèrent des gros intérêts mensuels puisqu'ils peuvent tout de suite redéployer. Là où une SCPI, moi je vais rendre 100, là où une SCPI va rendre 70. Et moi, ma fiscalité intervient au débouclage de l'opération. Donc pendant 7 ans ou 8 ans, nos investisseurs peuvent investir grâce aux intérêts composés. Ok. Il y a quand même un point sur les frais qui est important, c'est que quand vous achetez un bien, du coup, vous avez une commission. Oui. Et en plus, il y a les frais de notaire. Donc, il y a quand même des frais qui sont assez substantiels et qui vont être au niveau des SCPI, finalement, à l'entrée quasiment. Non. Thibaut, pourquoi ? Parce que sur nos projets à court terme, si je prends d'abord les projets à court terme, déjà, on achète en marchand de biens. Donc, on a un frais réduit à 2,5. Donc, déjà, ça limite ça. Sur ces achats-là, en plus d'opérations, il y a tout un mécanisme de sécurité, mais Blockshare s'expose parce qu'on achète cash les biens. Donc au lieu, si le bien est affiché à 100 000, moi je l'achète à 90 000. Sinon, je ne l'achète pas parce que je lui dis, moi je te l'achète cash. Donc il y a déjà en fait cette double économie. Nous, l'idée depuis le départ, c'est que nos commissions soient flat pour l'investisseur, c'est qu'elles soient absorbées par la négociation qu'on a au départ. Si c'est pas absorbé, en fait, on prend pas parce qu'on retombe dans le schéma des SCPI. Ensuite, au niveau des frais, nous, pour l'instant, initialement, on voulait prendre des commissions de l'ordre de 5 à 6%. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 3%. J'estime que pour le travail qu'on fait, la qualité de sélection des actifs, etc., ça reste quand même hyper raisonnable. Donc, quand on prend nos frais plus les marchands de biens, on va tomber à 5-6%. Et on arrive en général à négocier très facilement dans la conjoncture actuelle des actifs à moins 10. Ok, d'accord. Voilà, très clair. Et sur la partie immobilier plus classique ? Voilà, alors je savais que tu allais venir. Là, effectivement, je suis d'accord avec toi, même schéma. Au lieu d'avoir des frais réduits, là, on a des frais entre 7 et 8%. Donc, pour le coup, ça nous demande, nos commissions restent les mêmes, on est de l'ordre de 2 à 3%, plutôt 3%. Là, ça nous demande d'être plus agressif sur la négo puisqu'il faut faire ce rattrapage. Donc là, toujours pareil, dans notre cahier des charges, si la négo passe pas à moins 12, moins 13%, c'est pas grave, on ne prend pas. Ok, et vous pouvez pas être en marchand de biens parce que le bien, vous le détenez trop longtemps. Exactement, c'est ça. Là, on est dans un schéma, si tu veux, où il faut, pour rentabiliser l'opération, déjà, il faut au moins la porter pendant 4 ans ou 5 ans. C'était d'ailleurs, quand vous aviez analysé notre modèle, vous nous aviez dit, ouais, mais il faut la porter quand même plus longtemps que ça pour qu'il y ait quand même suffisamment de rendement qui était délivré à l'invest. Donc là, il faut effectivement se projeter sur 8 ans ou 9 ans. Encore que, imagine, tu as un boom de l'immobilier à 4 ans, on ne va pas se priver de revendre avec une plus-value. Complètement. Si la plus-value est là. Exactement. Ok, super intéressant, mais c'est vrai que l'aspect court terme, du coup, est vraiment intéressante si les frais sont aussi bas. C'est quoi qu'il y a derrière ? C'est quoi le sous-jacent qui fait que tu peux acheter un bien, le revendre 12 mois après et faire une plus-value et en plus rendre des intérêts aux investisseurs en plus de votre commission ? Bon, je suis super content d'en parler parce que c'est une évolution, en fait, c'est une seconde offre qu'on a faite qui aujourd'hui, je pense, a été un très bon choix parce que ça fédère énormément notre communauté. Ce produit-là, pour moi, il est exceptionnel, on va en parler. En fait, on ne réinvente pas la roue, on fait ce que faisait la banque avant. C'est l'équivalent d'un prêt relais. Je te prends une situation très simple en lien avec nos projets. J'ai, sur un des derniers projets qu'on a financé, madame travaille à la Poste depuis 15 ans et monsieur, il est plombier chauffagiste, il a 2 bilans et demi. Ces bilans sont comme ça avec 40% d'augmentation de chiffre d'affaires. Ils ont de l'épargne, un comportement bancaire irréprochable, sérieux, bonne configuration, enfin tout est cohérent. Il repère une maison à Saint-Félix, à 2 heures de Paris, une maison qui est magnifique, rénovée, une des plus belles maisons de la ville d'ailleurs, une maison bourgeoise. Ils ont un coup de cœur et ils se disent c'est notre résidence principale, c'est là où on veut s'établir, donc un affect très puissant. Ils vont voir la banque et ils leur disent voilà, écoutez, on a repéré cette maison, on voudrait la faire financer. Et là, la banque va leur dire écoutez, il vous manque 6 mois de bilan, revenez me voir dans 6 mois et je vous finance la maison. Et là, dans 6 mois, la maison de leur rêve, en fait, elle va être vendue. Et donc là, on a des gens qui se retrouvent en fait hyper frustrés parce qu'à 6 mois près, ils sont finançables. Et donc dans ce cas-là, nous, on a déployé une solution qui permet en fait
d'acheter la maison à leur place. Donc cette maison de rêve, on l'achète à leur place. On signe un contrat d'engagement le jour où on devient, ou Blockshare, grâce à nos investisseurs, devient propriétaire de la maison. On signe un engagement de LOA, de rachat, par ce couple de futurs acquéreurs. Et on le suit jusqu'à ce qu'il soit finançable. Et dans 6 mois, on entame les démarches bancaires auprès de la banque, même avant 6 mois, puisqu'il aura son 3e bilan. Et donc la banque sera prête à lui racheter le bien. Et donc il va nous racheter le bien à un prix non seulement qui est connu à l'avance pour nos investisseurs, mais la solution en plus leur permet d'habiter tout de suite dans la maison. Et en plus de ça, on va négocier le bien à leur place. Le bien est affiché à 100 000 euros. Eux, vu qu'ils empruntent, ils ne pourront pas le négocier. Nous, on arrive et on dit au propriétaire, on vous achète cash 90 000. Et parfois même, on met un complément de prix de 10%, ce qui me retrouve, j'arrive avec un bien acheté moins 20% sous le prix du marché. Voilà. Pas mal. C'est ça. Alors ça, on en est très fiers parce qu'il y a aussi, c'est super rentable, dans le sens où nous, il n'y a aucune renta en dessous de 8. On va plutôt être, je pense, sur les opérations entre 10 et 12 points, ce qui est énorme. Un niveau de garantie qui est extrêmement important parce que je te le disais, négo à l'entrée, clause de complément de prix. Si l'opération se déboucle mal, je n'ai versé que 90% du prix au vendeur. J'ai des frais de dossier qui sont conservés. La commission de Blockshare est reversée si l'opération se passe mal dans les 6 premiers mois. Donc nous aussi, on s'expose. Et donc quand tu prends tout ça, tu pourras regarder sur notre site, je sais que vous êtes très minutieux dans l'analyse des chiffres, le risque de perte en capital sur ces opérations, et je te le dis droit dans les yeux, il est de l'ordre de 3 à 5%. Le pire truc qui peut se passer, c'est une crise avec un moins 30% du prix de l'immobilier. Au grand maximum, dans un cataclysme immobilier, on exposerait le capital de nos investisseurs à 5 à maximum 10%. Donc le rapport rendement-risque, en fait, il est hyper intéressant. Et la dernière chose, c'est que ça a une dimension sociale, puisque les gens, on facilite l'accession à la propriété. C'est ça, en fait, ce modèle à court terme qu'on a fait. On remplace le pré-relais que la banque ne fait plus. Ok, super intéressant. Ouais. La question maintenant que je vais poser plus pour Blockshare, c'est comment tu trouves ces projets-là et comment justement l'objectif des startups, c'est de scaler et d'accélérer. Comment tu trouves, parce que c'est quand même, voilà, tu nous as cité un cas, mais quand même c'est très spécifique. Très spécifique. Comment t'en trouves plusieurs de personnes qui veulent le bien tout de suite, qui ont le coup de cœur, mais qui ont, s'ils sont à 6 mois d'avoir leur pré-relais. Bien sûr. Comment tu trouves ça ? Il faut les trouver. Alors pour les trouver, nous, c'est pas notre cœur de modèle. D'accord. Ça, en fait, nous, on a fait des rencontres de partenaires qui, eux, c'est leur cœur de modèle. La problématique, c'est qu'ils travaillent avec des fonds d'investissement pour déployer ce modèle-là. Donc en fait, ce truc-là ne sera jamais accessible au grand public. À monsieur, madame Michu, il n'aura jamais accès à ce type d'opération. Ça n'arrivera jamais. Donc, comment ils fonctionnent, eux ? Ils ont ce modèle-là, c'est leur cœur de modèle. Ils sont spécialisés, leur communication, c'est vous n'arrivez pas à acheter votre maison, venez nous voir, on a une solution. Et pour acheter les biens, ils ne vont pas utiliser une communauté d'investisseurs comme nous, ils vont utiliser un fonds d'investissement qui va déployer, en l'occurrence, 10 millions. Et avec ces 10 millions, ils vont acheter de l'immobilier, puis ils vont faire gagner de l'argent au fonds d'investissement. Moi, en discutant avec ces partenaires, je leur ai dit, écoutez les gars, on va peut-être pas avoir les mêmes thèses d'investissement que le fonds, on va peut-être pas vouloir les mêmes produits, etc. Et puis nous, on adore votre produit. Ça serait génial qu'on puisse le commercialiser auprès de notre communauté. Et donc, on travaille avec plusieurs partenaires. Et en fait, les liens, ça a tellement bien marché que les liens ont commencé à se resserrer. À un moment, on a presque imaginé même bosser dans les mêmes bureaux, tellement la synergie est forte. Oui, okay. Ouais. Et donc, du coup, en fait, on a ce sourcing au travers de nos partenaires. C'est pour ça qu'on refuse beaucoup de dossiers parce qu'on est très vigilant sur ce qu'ils nous proposent. Aujourd'hui, ils nous envoient quand même pas mal de dossiers, mais l'idée, c'est de rester quand même sur des trucs assez safe. Un autre cas de figure qu'on aime beaucoup, c'est deux couples. Un couple, les deux bossent chez Capgemini depuis 15 ans, épargne, alors une épargne autour de 30-40 000 euros, très bon comportement bancaire, etc. Pareil, coup de cœur sur une maison, il leur manque 15 000 euros d'épargne. Et la banque reste inflexible, je veux couvrir les émoluments, etc. Je veux mes 15% d'apport. Et en fait, à 15 000 balles près, ils leur refusent le prêt. Alors là, on fait un truc qui est génial, c'est qu'on achète la maison à leur place, même système. Ils habitent dans la maison et au lieu de nous verser un loyer qu'on reversera à nos investisseurs tous les mois, ce loyer il est séquestré et il vient gonfler l'apport. Ce qui fait que la trajectoire de rachat, au lieu d'être longue parce qu'ils nous payent un loyer et en plus ils doivent économiser, la trajectoire de rachat elle est très rapide parce qu'en fait ce loyer séquestré sert d'apport. Donc en fait au bout de 4 mois ils sont en mesure de racheter l'appartement en l'occurrence. Ok, donc c'est ce qu'on appelle le leasing immobilier. Ouais, exactement. Okay. Tout à fait. C'est un nouveau concept quand même. Honnêtement, ça n'est rien d'autre que du pré-relais. C'est ce que faisait la banque avant. Simplement, la banque a décidé de concentrer ses activités sur d'autres business et donc a délaissé un peu ce truc-là, alors que ça répond à des situations de vie de manière très concrète. Moi, je le dis très ouvertement, quand nos clients investissent sur ces projets-là,
de manière très concrète, quand on signe l'acte, les gens vont emménager dans la maison de leur rêve. Et en plus de ça, tu as une dimension en immobilier qui est très peu évoquée, c'est hyper intéressant d'en parler, c'est le côté affect. Quand un investissement locatif versus une résidence principale, tu n'as pas le même niveau d'affect. Là, les gens, si tu veux, t'investis sur une opération sur laquelle les gens, ils ont un affect très puissant et ils cherchent tous les moyens pour acheter cette maison-là. C'est pas une autre, c'est celle-là, c'est eux qui te la proposent. Donc en plus, nous, on étudie l'actif au cas où on se retrouverait avec ça sur les bras. Donc on prend que des actifs qu'on sait qu'on pourrait revendre très facilement. Ok, et t'as pas peur que justement, on sait que le contexte bancaire était hyper complexe sur les dernières années, donc peut-être que les banques ont été plus frileuses. Le jour où les banques reviennent plus sur le marché, est-ce que le modèle blockchain il continue à fonctionner ou pas? Alors, c'est peut-être un modèle conjoncturel, moi je pense pas. Si les banques reviennent sur le marché, ça peut l'être. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se dépêcher d'investir sur les projets blockchain parce qu'il n'y en aura pas 50. Peut-être que c'est conjoncturel, honnêtement, j'ai pas la réponse. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que si les taux baissent ou si les taux sont hauts, ce business-là n'est pas en péril. Pourquoi? Parce que tu auras toujours des gens qui seront en période d'essai, toujours des gens qui n'auront pas suffisamment d'apport, toujours des gens à qui manquera 6 mois de bilan, et tu auras toujours ces configs-là. Et les professions indépendantes le savent, etc. Les chefs d'entreprise le savent. Donc pour l'instant, pour moi, ce modèle, on a au moins encore quelques années. Maintenant, si les banques décident de se repositionner dessus, oui, peut-être que ça mettra en péril, mais c'est pas grave. Il y aura d'autres modèles qui arriveront à naître. Oui, en fait, vous répondez. En fait, c'est un peu comme le crowdfunding dans le sens où le problème des banques, c'est qu'elles sont très procédurées aussi et qu'elles vont refuser des projets potentiellement qui valent le coup d'être financés, qui sont vachement intéressants, etc. Pareil pour le pré-relais, il y a des gens, comme tu dis, qui sont parfaits au niveau bancaire, qui ont des super profils, etc. Mais la banque procédure, bah non, ça rentre pas dans nos cases, terminé. Et du coup, c'est là que vous répondez à ce besoin-là. C'est clair. Okay. Et tu vois, et pour moi, juste pour terminer là-dessus, j'y voyais beaucoup de sens. Même, tu as aussi la configuration, ça a été notre première opération à Boucau, d'ailleurs on a financé un demi-million d'euros en à peine 48 heures, ça a été un carton, où c'est des gens qui devaient vendre un appartement à Anglette pour acheter la maison à Boucau. Et ils avaient déjà un compromis de signer, enfin la vente était effective dans 2 mois. Et c'est ce projet-là qu'on a réussi à déboucler en 4 mois, tu vois. Donc okay. Tu as des situations, des fois tu te dis c'est une hérésie que la banque ne prête pas, quoi. Ok. Est-ce que vous délaissez un petit peu l'autre qui est d'acheter des biens immobiliers et de les louer, de les gérer, parce qu'en plus vous devez les gérer, donc c'est quand même un peu plus encombrant. Ouais, tout à fait. Je vais être honnête avec toi, aujourd'hui, il y a un tel succès sur ces projets à court terme, et moi je vois tellement d'avantages, pas de liquidité, il y a des garanties qui sont quand même hyper importantes. J'adore la dimension sociale du truc, parce qu'après, nous, on appelle les gens, et puis ils nous envoient des photos dans leur baraque et tout, donc c'est hyper concret en fait. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, à tout niveau, ça répond à pas mal de problématiques. Après, c'est assez drôle parce qu'on s'est fait engueuler carrément par des investisseurs en nous disant ouais les gars, mais moi j'aimais bien quand même votre truc où je perçois mes revenus tous les ans. Ouais. Et on a frustré beaucoup d'investisseurs, mais en même temps, on a fait grandir notre communauté grâce au modèle à court terme. Donc on va pas le délaisser, on va remettre des projets, mais on va privilégier quand même les modèles à court terme dans un premier temps. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit sujet, parce que forcément vous présentez les projets à vos investisseurs, un petit peu de les gens qui veulent acheter leurs biens, qui doivent montrer, je sais pas, peut-être leur compte en banque ou des choses comme ça. Il n'y a pas un sujet? Comment vous faites? Alors ça, c'est notre partenaire. En fait, on se base sur notre partenaire, mais nous, on demande à avoir accès aux documents. Nous, sur la plateforme, effectivement, on met toute la documentation à disposition. Alors là, c'est très chiant parce que ça demande de caviarder beaucoup de documents. Il y a une politique GAPD qui est assez puissante, mais par contre, on a le droit, nous, d'avoir accès aux documents. C'est-à-dire qu'on va regarder, on va faire une double vérification, sachant que notre partenaire travaille avec un expert en financement, ancien courtier généralement. Donc il y a cette double vérification qui est faite. Mais oui, on ne peut pas rendre les relevés bancaires. Effectivement, il y a quand même un peu de vie privée. Voilà. Ça marche. Et moi, je trouve ça super intéressant dans l'immobilier fractionné, ce fait de, tu vois, comme tu disais, de créer sa propre SCPI. Ouais. Mais ça peut aussi embêter un peu les gens. Mais c'est surtout que vous êtes sur du résidentiel, donc c'est pas la même chose que le SCPI. Enfin, voilà. Mais ça peut quand même, ça correspond pas à tout le monde, tu vois, de créer sa SCPI, de choisir, ça, je sens que c'est bien comme. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'un jour serait faisable, et moi je serais hyper client de ça parce que j'adore, de créer un ETF immobilier, dans le sens où j'ai un bien résidentiel à Paris, un bien résidentiel à Bordeaux, j'en ai un peu en Espagne, etc. J'ai de la coloc, enfin tu vois, ce genre de choses, de produits qui seraient super intéressants. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Ouais, carrément, j'adore l'idée, on y avait pensé. C'est qu'en fait, quand tu as créé suffisamment de confiance, à un moment tu dis, bon mais les gars, bougez pas, on va créer une espèce de poche d'investissement, en fait, poche d'actifs
actif immobilier réparti de manière géographique, réparti en termes de taille, réparti peut-être même en termes de destination commerciale ou résidentielle. Et ça peut être hyper intéressant. Je pense que ça, c'est vraiment l'étape d'après. Il faut d'abord suffisamment gagner la confiance des gens. Mais là, par exemple, tu vois, c'est un des avantages de l'immobilier fractionné. Je pense que ça s'y prête énormément, en fait. Ouais. Et tu passes d'un modèle où tu choisis, tu pick up ton truc un par un et tu vois... Il y a un côté gamification aussi. Je t'avoue que même moi, je me prends au jeu où tu vois tes immeubles s'empiler, tu vois les rendements, tu vois que tous les mois. Et ça, c'est une différence par rapport aux autres acteurs. On ne travaille pas avec des wallets. On reverse direct sur le compte bancaire. Et pour moi, il n'y a rien de plus puissant. Tout le monde se connecte toujours sur ses comptes. Et quand nos clients qui ont investi sur la dizaine de projets qu'on a financés, tous les mois, ils ont 10 lignes avec plus. Et c'est un effet psychologique qui est hyper puissant en fait. C'est vrai que pour vous, c'est pas mal. Pour nous, c'est génial. Ouais, ça rappelle. Parce que c'est vrai que parfois, moi, j'avais même... Parce que j'ai mis une petite somme. J'ai un peu oublié au bout d'un moment. Et je me suis connecté, je fais ah oui, c'est vrai, j'ai investi dans Blockshare, c'est cool. C'est sûr que c'est intéressant. Parce que je pense que ceux qui sont juste en wallet, il y en a, ils oublient carrément, ils reviennent jamais dessus. Enfin, ils reviennent peut-être 2 ans après, quoi. Ouais, complètement. Je salue d'ailleurs au passage Damien Guermont-Pré, puisqu'on était chez les Monway. Voilà, on nous a gentiment poussé à partir de chez les Monway. On est très content d'en être parti au passage. Et donc du coup on a trouvé grâce à ça, donc merci Damien Guermont-Pré, on a justement eu cette réflexion et cette autonomie au niveau du service où on n'est pas dépendant d'un acteur qui en plus nous ponctionnait des frais très élevés. Je dis avec beaucoup d'énergie, je pense que tu le sens, et on est allé chez un acteur qui pour le coup on est beaucoup plus indépendant, la solution nous coûte franchement pas grand chose et on passe avec un système bancaire qui est la même chose pour les grosses boîtes de j'ai 10 000 salariés, je rentre un fichier dans la banque et ça dispatche le salaire aux 10 000 salariés. C'est la même façon et ça nous coûte 1 euro par mois. Donc en plus on a une solution qui est hyper flexible, pas chère et complètement indépendante d'un acteur qui pourrait nous faire pression sur des frais. 1 euro par mois par... En tout, quand on met le fichier, donc par exemple sur un projet j'ai 150 investisseurs, ça va me coûter 1 euro de reverser les revenus à ces 150 investisseurs. Donc beaucoup moins cher que d'autres solutions. Ah oui, c'est vraiment... on est content de ce pivot. Ça se demandait comment ils gagnent leur vie, mais... c'est la banque, en fait, ça fait partie... C'est un des trucs de la banque que tu peux avoir toi aussi. C'est une des fonctions de la banque, il faut juste demander à l'activer. Ah, c'est génial. Ouais, c'est génial. Incroyable. Donc moi, sur mes 0,41 centimes, vous payez quasiment pas de frais. Quasiment pas de frais. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que... si des concurrents vous écoutent, ça pourrait être intéressant, même des crowdfunders, parce que ils sont tous chez les Monway. Tous. Quasiment. Voilà, c'est... Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, parce que du coup, c'est vrai que sur l'immobilier fractionné, il y a différents choix. Et notamment, il y a la tokenisation qui est intéressante. Alors, sur la partie plus court terme, c'est peut-être un peu moins pertinent, mais c'est vrai que l'avantage de tokeniser potentiellement dans l'idée, et comme tu as répondu aussi à la question du vrai-faux, comme on pourrait vendre son bien en 10 minutes, c'est la tokenisation qui peut l'apporter avec une vraie liquidité. Et en fait, ça crée un marché plutôt liquide grâce à la tokenisation. Quel est ton point de vue là-dessus et surtout, où est-ce qu'on en est actuellement dans le marché ? Alors, honnêtement, c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Nous, c'est posé la question au départ de savoir, est-ce qu'on part sur un schéma classique fiat, donc euro avec une devise que les gens connaissent, de manière très simple, ou est-ce qu'on part sur la tokenisation ? Moi j'adore les cryptos, depuis 2017 je suis investi en crypto, etc. Et je côtoie un peu cet écosystème. La première réponse, elle était assez évidente. Tu vas dans la rue, tu demandes à 10, 15, 20 personnes, c'est ça aussi de sentir le marché. Voilà, j'ai créé une solution qui vous permet d'investir des 100 euros, vous pouvez investir en bitcoin, en machin, en truc. Bon, tu vois tout de suite qu'on n'est pas encore sur un marché qui est très mature. Donc nous, on a déjà tout de suite écarté cette piste-là parce que déjà l'immobilier fractionné, c'était suffisamment simple, donc compliqué à expliquer, paradoxalement. Où est-ce qu'on en est ? Je suis d'accord avec toi, je pense, et je suis sûr que c'est le futur de l'immobilier parce que le marché, c'est comme le Minitel, Internet, la DSL, la fibre. Il va y avoir une évolution et à un moment, ça sera nos enfants diront attends, quoi, comment on faisait avant la crypto, quoi, les gars. Donc, je suis sûr que ça a une vraie utilité, que c'est un marché d'avenir. C'est un peu trop tôt. Où est-ce qu'on en est ? C'est évident, je ne suis pas assez dedans, mais je vois que les acteurs qui sont partis dans ce schéma-là, il y a beaucoup de réglementation, on n'y voit pas clair. J'ai pas un acteur en tête qui a vraiment explosé, tu vois, sur ce schéma-là. On pourrait parler de realty encore, de comment il fonctionne, etc. Voilà, je pense que oui, c'est un formidable outil pour amener de la liquidité, mais le marché n'est pas assez mature, clairement. Ok. Non, c'est intéressant. Parce que oui, en fait, le vrai point crucial de la tokenisation, c'est la liquidité. Clairement. C'est vraiment uniquement ça qui fait... alors, c'est pas uniquement, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais. Mais aujourd'hui, on veut vendre un bien immobilier.
bah faut mettre dans des agences, voilà, faut attendre 2-3 mois, trouver un acheteur. Aujourd'hui, l'idée, ce serait, on le met sur, voilà, c'est tokenisé. Donc en fait, tu as 100 investisseurs qui peuvent acheter une partie des tokens et ton bien, il est vendu à 100 investisseurs, voilà. Bon, après, il y a des sujets de gestion aussi quand tu gères le bien, mais... Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça amène quand même beaucoup de problématiques. Il y a quand même les fondamentaux qui restent. Tu vas acheter une part d'un bien immobilier très très rapidement. Encore faut-il que ton bien, il crache quand même un rendement, qu'il soit bien géré, qu'il opère la gestion. Comment, si tu veux le revendre, il y a quand même pas mal de problématiques. Je pense qu'on n'y voit pas assez clair, mais le chemin qu'on entreprend, même nous, avec un modèle assez classique, ça permet aussi de déblayer un peu ce truc-là. Et je pense que c'est sain, en fait, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des modèles qui se testent, etc., pour arriver à trouver, en fait, le bon chemin pour un truc qui soit vraiment sain pour les investisseurs. Après, moi, j'ai quand même une vraie question sur les cryptos. Moi aussi, j'ai investi il y a un petit moment déjà. J'aime beaucoup, surtout le Bitcoin. Mais en fait, la question que je me pose, c'est que c'est depuis 2008, quand même, l'arrivée de la crypto et de la blockchain. Aujourd'hui, on est quand même en 2024. Ouais. Je connais aucune boîte vraiment très performante, à part des exchanges, mais du coup, c'est un peu des dommages collatéraux, on va dire, du succès des cryptos, mais de boîtes qui ont vraiment révolutionné un marché à l'aide de la blockchain ou de la tokenisation. Aujourd'hui, j'en vois toujours pas. Non, toujours pas, mais parce qu'il faut des domaines d'application très concrets. Je prends souvent cet exemple, tu vois, de ce que peut apporter la blockchain, par exemple, dans les assurances. Tu prends un avion, tu vois, tu as un avion par exemple, tu as une boîte d'assurance pour tout ce qui est annulation de la compagnie par exemple. Tu as 300 passagers, sur les 300 passagers, tu en as 15% qui ont souscrit à une assurance, annulation, etc. Aujourd'hui, il faut regarder qui a des contrats, quoi, comment, les appeler, machin. C'est un peu automatisé, mais vite fait. Demain, la blockchain, c'est directement automatisé. On sait qu'il y a tant de gens, tel niveau de garantie et ça amène tel remboursement. Ça va faire gagner un temps énorme, ça c'est certain. Donc il y a quand même des utilités concrètes, mais on ne les voit pas encore suffisamment aujourd'hui. Je pense qu'il y a une adoption qui se fait, mais qui est assez lente parce qu'il y a encore beaucoup de frilosité. On va taper quand même, on va en concurrence quand même de la finance traditionnelle, tu vois, qui quand même, avec beaucoup de gens qui retournent leur veste, BlackRock, machin, il y avait beaucoup de gens qui disaient, c'est quoi ce truc? Moi, mon beau-frère travaille dans la banque, quand je lui parle de crypto, il me disait, mais mec, c'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus commun, les banques s'y intéressent, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça prend énormément de temps. Pour moi, peut-être que ça pourra passer par un choc financier très puissant. Tu vois, quand je vois le quantitative easing, qu'on imprime des milliards et des milliards, ça c'est un truc qui, franchement, ça me rend ouf. On imprime des milliards comme ça, et ça paraît normal à tout le monde. Genre, il n'y a pas de problème, quoi. Alors, les spécialistes économistes nous expliqueront ce qu'ils veulent. La réalité, c'est que Bitcoin, t'en as 21 millions, t'en auras jamais un de plus. Donc moi, je suis un fervent défenseur de Bitcoin. Je dis pas que c'est une monnaie, etc., mais c'est juste bête et méchant. T'en as 21 millions. Ça se raréfie tous les 4 ans, le halving, etc. Donc moi, je reste convaincu que ça restera une valeur refuge qui va prendre de plus en plus de poids. Je trouve quand même que le Bitcoin a déjà prouvé, entre guillemets. C'est vrai que c'est plus la blockchain, beaucoup les autres cryptos, etc. Des layer 1, layer 2, etc. Ça va dans tous les sens. C'est une complexité folle. En vrai, 90% de leur capitalisation, c'est de la spéculation de personnes qui n'y connaissent rien et qui veulent juste acheter pour essayer de faire une plus-value. Donc c'est vrai que moi, j'ai quand même un gros doute sur le sujet. Sur beaucoup de crypto où, au final, on n'y est toujours pas, quoi. Ouais, après, moi, je pense que, tu vois, peut-être que l'intelligence artificielle va peut-être donner un élan à ça. Tu vois, je pense que ça peut donner un élan à ça, mais c'est un gros point d'interrogation pour ce que ça va devenir. Mais bon, je reste quand même persuadé que c'est quand même le futur. Ok. Et justement, tu parlais de Realty, qui lui est sur un modèle plus de tokenisation. Oui. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'ils font exactement? Alors, ces frères Jacobson, on avait rencontré Jean-Marc Jacobson au Rent il y a 2 ans, discuté très rapidement avec lui. Déjà, c'est génial parce que c'est toujours des gens qui ouvrent le marché avec des tests d'investissement. Donc, bravo à lui. Je crois qu'il a d'ailleurs dépassé 100 millions de dollars de collecte, donc c'est ouf. Lui, c'est de mémoire, c'est de la tokenisation de parts. En fait, il y a une société qui détient le bien et il tokenise en fait les parts de la société, donc ils détiennent indirectement le bien. Donc le schéma me semble assez pertinent. Je sais qu'ils avaient eu des discussions pour venir s'implanter en France, mais que c'était pas si facile que ça en France. La réglementation est assez puissante. Moi, de toute façon, ça fait partie des modèles qui sont un peu dans notre écosystème, tokenisé, fractionné, etc. Donc, moi, je suis plutôt positif sur Realty. J'aime bien. Il a prouvé, il y a une grosse communauté. Il a prouvé qu'il y avait une traction. Donc, moi, c'est plutôt positif. Je serais ravi qu'il arrive en France, d'ailleurs. Ah oui? Ouais. Donc, c'était la question suivante. Tu penses que c'est un concurrent pour toi ou...
dans tous les cas, je pense que, en fait, nous, on voit la concurrence de manière assez saine. Déjà, on est copains avec tous les concurrents. C'est notre philosophie. Je pense que c'est sain. Le marché, il est énorme, mine de rien. Enfin, le fractionné est petit aujourd'hui, mais le marché du placement immobilier, financier, il est quand même énorme. Et plus tu as de concurrents, plus ça ouvre le marché, plus ça le diversifie, plus c'est sain, en fait. Donc oui, je le considérais comme un concurrent quand même, ouais. Oui, ok. C'est clair que je pense qu'à votre niveau, la concurrence, elle est hyper bénéfique. Parce mais que à mort. vous êtes plusieurs à les lever, à faire des pubs, parce qu'il y a quand même un sujet de démocratisation, c'est un nouveau produit, faut que les gens sachent ce que c'est. Tu vois, typiquement sur Internet, il faut que les gens ils puissent taper immobilier fractionné. Et après, bah voilà, ils vont trouver différentes sociétés. Et surtout, il y a un sujet où il y a de la diversification. Et on le voit très bien sur le modèle du crowdfunding. C'est que bah, tu vas investir dans 2-3 plateformes, tu vas avoir des petites différences de projets, de différences de rendement, etc. Et se diversifier aussi sur différentes plateformes, c'est intéressant. Donc il y a vraiment, pour moi, c'est vrai qu'aucun sujet, plus vous êtes, mieux c'est. Ouais, carrément. Enfin, franchement, nous, c'est vraiment la philosophie. Et d'autant plus qu'après, bon, mais les preuves se font par l'exécution. Si on arrive à être très sérieux, créer la confiance, etc., peut-être qu'on va attirer des gens d'autres plateformes ou que des gens qui sont multi-investisseurs sur différentes plateformes vont peut-être investir plus chez nous. Mais ça prend énormément de temps à créer la confiance. Et encore une fois, ce que j'aime bien avec ce produit à court terme, c'est que quand on rend l'argent très rapidement aux gens, ils se disent ça marche leur truc en fait. Et ça marche 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Donc après, c'est une guerre qui est saine de bonne exécution du business. Oui, carrément. Ouais. Ok, et c'est quoi, pour conclure, les projets en cours ou les futurs projets chez Blockshare? Je peux pas trop en parler parce que c'est tout neuf, mais je peux te dire un truc, c'est que aujourd'hui, il y a une tendance de fond qui fait que crise du logement, qui est toujours là, 170 000 logements, il manque 170 000 logements par an, plus de Pinel, crise chez les promoteurs, plus de terrains constructibles, il y a moins de 17% de permis de construire qui ont été adressés. Donc, il va se passer quelque chose qui paraît assez évident. C'est une réorientation de la demande vers l'ancien, donc la rénovation. Et là, je pense qu'on souhaiterait se positionner de manière très forte sur ce sujet-là. Et donc, c'est l'objet justement d'une offre qu'on a créée. Et on est en discussion avec des acteurs assez importants justement pour revenir se positionner sur ce marché-là parce que c'est clairement le marché d'avenir. Aujourd'hui, on va pas inventer ou recréer des terrains. Donc tout va se passer sur la rénovation et on veut être un des acteurs les plus importants sur ce sujet-là. Ok, beau teasing, j'ai hâte d'en savoir plus. Cool. Bah écoute, merci beaucoup Adrien. Merci Thibaut. D'avoir répondu à toutes ces questions. S'il y en a qui ont des questions, ils pourront te les poser directement sur Blockshare. On mettra le petit lien en description. Cool. S'il y en a qui veulent investir ou quoi, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi Julien pour l'invitation. C'était top. Merci pour tes questions. Avec plaisir.